Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore. Merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je rencontre une femme qui a fracassé plus d'un plafond de verre dans sa carrière. Il s'agit de Danielle Zaïkoff, ingénieure à la retraite, diplômée de l'École polytechnique Montréal et artiste peintre. Elle a été en 1967 la seule fille de sa cohorte en génie civil à Polytechnique Montréal. Également la première femme à être élue présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, puis présidente du Conseil canadien des ingénieurs, avant d'être intronisée membre de l'Académie canadienne du génie en 1988. Et en plus, elle a contribué à féminiser le mot directeur. Et pour ça, toutes les directrices la remercient. Bonjour Danielle Zaïkoff. Bonjour Madame Théodore. Alors, bienvenue à Vivement les femmes et merci d'avoir accepté notre invitation. Et dès le départ, j'ai une belle surprise pour vous aujourd'hui. Donc, nous avons demandé à une femme qui vous admire de vous présenter. Vous avez inspiré cette femme qui a également emprunté la carrière d'ingénieur. Est-ce que vous devinez c'est qui? Il y en a plusieurs. Ah ouais, que vous avez été l'inspiration? Donc, alors, sans plus attendre, il s'agit de Maude Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal. Bonjour Maude Cohen. Bonjour. Alors, merci de prendre le temps de nous présenter Danielle Zaïkoff, que vous connaissez bien. Donc, Oui. On vous écoute. Présentez-la nous. Alors, Danielle Zaïkoff, ça me fait un très grand plaisir de vous la présenter. C'est une femme qui avait pour vision de contribuer à la construction d'une société meilleure. Une femme qui a exprimé aussi sa créativité à travers ses réalisations techniques, bénévoles et artistiques, en conciliant sa passion pour le génie et sa passion pour la peinture. Pour moi, c'est une femme vraiment inspirante qui a ouvert la voie à d'autres femmes, dont moi, dans notre profession qui est celle du génie. Et honnêtement, ça a été pour moi une très grande fierté ce week-end de lui remettre la plus haute distinction dans le milieu universitaire, le doctorat honoris causa. Oui. Elle est diplômée d'un baccalauréat en génie civil de Polytechnique Montréal en 1967. Elle a œuvré chez Hydro-Québec au département des contrats au tout début de sa carrière. Quelques années plus tard, elle souhaitait travailler sur des grands chantiers. Alors, elle est revenue à Polytechnique pour obtenir une maîtrise en mécanique des sols en 1972 et a repris sa carrière au sein de la Société d'État où elle s'est élevée ensuite à des postes de gestion. Évidemment, dans les années 70, les femmes commençaient à peine à prendre leur place dans différentes sphères professionnelles et Mme Zaïkoff était elle-même déterminée à influencer durablement sa profession en y apportant vraiment un véritable vent de changement. Alors, elle s'est impliquée à l'Ordre des ingénieurs du Québec très rapidement et elle est restée dans l'histoire, elle reste en fait dans l'histoire du génie québécois pour être devenue la première femme à siéger au bureau de l'Ordre à titre de vice-présidente d'abord. Et elle y a brisé un autre plafond de verre en devenant en 1975 la première présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors, dans ce rôle, elle a mis en place notamment l'inspection professionnelle, l'embauche du premier syndic et l'adoption d'un nouveau code de déontologie. Quelques années plus tard, en 1978, elle brise un autre plafond de verre. Elle devient la première femme élue présidente du Conseil canadien des ingénieurs, aujourd'hui Ingénieurs Canada. Parallèlement à ça, elle a poursuivi son ascension chez Hydro-Québec. Elle a accédé à différents postes de direction, d'abord en l'ingénierie de centrales, puis à la construction, pour ensuite aller à la réfection et modification de centrales. En 1988, elle est aussi devenue la première femme à être intronisée membre de l'Académie canadienne du génie. Dans les années 2000, elle a profité de sa pré-retraite pour se consacrer à la peinture, mais l'ingénieure en elle est restée en éveil et elle a siégé au Conseil d'administration d'Infrastructure Québec de 2010 à 2013.
On lui a donné de prestigieuses distinctions depuis tout le début, en fait, depuis le milieu de sa carrière, notamment un doctorat honoris causa octroyé par l'Université de Dalhousie en 1980. Elle a reçu le prix mérite de la Fondation et alumni de Polytechnique Montréal en 1996, le Grand prix d'excellence de l'Ordre des ingénieurs du Québec en 1999. Elle a été nommée Fellow Ingénieur Canada en 2009. Elle a reçu aussi la médaille de jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II en 2012. Alors, pour ses vraiment très, très grandes réalisations, contributions au génie québécois et canadien, elle a incarné des valeurs profondes de Polytechnique Montréal. Et pour ça, on a choisi de lui octroyer ce doctorat honoris causa cette fin de semaine. Elle a véritablement fait changer les mentalités concernant la place des femmes en génie. Et honnêtement, moi-même, je peux témoigner de l'inspiration qu'elle a été pour plusieurs générations de femmes passionnées du génie qui l'ont suivie. Oui, tout à fait. Merci vraiment, c'est une super belle feuille de route. Et puis, c'était important pour nous que vous, Maude Cohen, comme directrice générale de Polytechnique Montréal, je sais que c'était important. Vous avez mentionné l'importance de ce prix-là, du doctorat honorifique. L'objectif de remettre un doctorat honorifique, c'est pourquoi finalement que Polytechnique Montréal le fait. Au niveau de Daniel Zaïkoff, on le comprend, mais c'est quoi la signification réelle d'un doctorat honorifique? En fait, écoutez, la signification, d'abord, c'est la plus haute distinction qu'on peut remettre en milieu universitaire. On peut honorer des gens de notre institution qui ont eu des parcours phénoménaux. On peut aussi vouloir reconnaître des parcours de personnes de l'externe qui ont fait des découvertes qui ont eu un impact profond sur la profession du génie, sur nos méthodes d'enseignement. On peut octroyer parfois aussi des doctorats à des gens qui sont inspirants et qui viennent avoir une influence sur les valeurs de toute une organisation comme la nôtre. Cette fois-ci, étant donné qu'on célébrait notre 150e, on a choisi de remettre 2 doctorats honoris causa parce qu'on souhaitait vraiment noter qui était, sélectionner des bâtisseurs de notre institution ou encore de la profession à travers le Québec ou le Canada, des gens qui ont eu un impact important, mais qui viennent de chez nous. L'autre personne qui a reçu un doctorat honoris causa, c'est M. Normand Bray, qui a été reconnu cette fois-ci, qui a été une personne qui a fait tout son parcours universitaire à Polytechnique, qui a été aussi professeur ici, il a fait de la recherche. Mais un entrepreneur vraiment hors pair qui a créé 8 entreprises, qui soutient la relève entrepreneuriale ici à Polytechnique et qui a appuyé vraiment des professeurs, des étudiants, qui a financé notamment ce qu'on appelle, nous, le Polyfab, qui est un endroit où les étudiants peuvent aller faire des prototypages, préparer des choses, qui est un endroit qui est réservé aux étudiants. Donc, bref, je ne sais pas si vous voyez un peu, là. Oui, tout à fait. On célèbre vraiment des gens. Cette fois-ci, cette année-ci, ça a été des gens qui représentent les valeurs profondes, ce que Polytechnique représente dans la société, l'impact que l'on peut avoir. Pour Mme Zaïkoff, évidemment, ça a été une femme de très, très grande influence qui a transformé le visage du génie québécois par son action à travers vous allez sûrement pouvoir lui poser la question, mais la féminisation du mot directeur n'existait pas dans les années 70. Donc, elle est arrivée chez Hydro-Québec et elle a accédé à des postes comme ceux-là. Et là, on a transformé le mot directeur en directrice. Il y a eu vraiment un impact important au sein d'une société d'État qui a eu un rôle majeur dans le développement du Québec. Sinon la première femme qui a accédé à plusieurs de ses fonctions dans cette organisation-là. Donc, c'est l'influence qu'elle a eue. Et puis, évidemment, aujourd'hui, Polytechnique, 30% de femmes, alors qu'à l'époque où elle a gradué, il y en avait 2. C'est le visage du génie qui a changé grâce à des femmes comme elle. Oui. Quel apport considérable. Alors, Maude Cohen, merci d'avoir pris ce temps pour nous présenter Daniel Zaïkoff. Alors, Maude Cohen, qui est directrice générale de Polytechnique Montréal, donc qui a aussi
aussi été très inspirée par notre invité du jour, Daniel Zaïkov. Tout à fait. Voilà, je vous laisse aller, Madame Cohen. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Je poursuis ma discussion avec Daniel Zaïkov, ingénieur à la retraite, diplômé de l'École polytechnique Montréal et artiste peintre. Alors, Daniel Zaïkov, vous venez d'entendre Maude Cohen. Vous avez été son inspiration, vous êtes une femme d'inspiration. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très émue d'entendre Madame Cohen parce que c'est une personne qui a une très belle carrière aussi, une personne que j'estime beaucoup. Elle a une très belle personnalité et elle-même montre une carrière exemplaire. Oui. Elle a été, elle a touché légèrement à la politique, mais elle a été à la fondation du CHUM de Sainte-Justine. D'atteindre un poste de directrice générale de l'école polytechnique, qui est une école pour une profession encore très masculine. Oui. Je trouve que c'est extraordinaire. Et puis, j'ai pu la voir à la cérémonie de la collation des grades. Elle faisait ça de main de maître avec une aisance inouïe. Oui. Alors, je la remercie énormément pour ses gentilles paroles. C'est très, très apprécié. Alors, donc, sur ce, on poursuit. Vous êtes arrivé au Québec avec vos parents et votre sœur aînée. J'aimerais ça que vous nous racontiez un petit peu votre histoire d'immigration. Je suis née en France. Mes parents, tous les deux étaient ukrainiens. Tous les deux ont quitté l'Ukraine très jeunes, dans leur fin d'adolescence, à cause de problèmes politiques. Il y en a souvent eu en Ukraine et malheureusement. Alors, et les deux se sont rencontrés en fait à Paris. Et ils ont eu 2 enfants, ma sœur et moi. Et éventuellement, les conditions économiques en France n'était pas facile et mon père est en contact avec des Ukrainiens au Canada et a décidé de venir au Canada. C'était l'année où je devais entrer au collège et nous habitions une petite ville. Donc, il aurait fallu m'envoyer pensionnaire et ça représentait des frais un peu trop élevés d'avoir 2 enfants pensionnaires. Donc, il a opté pour Montréal parce qu'évidemment, ils étaient francophones. Alors, ils ont opté pour Montréal. Et puis, voilà, on est arrivé là à Halifax et puis le reste en train. Ce grand pays, c'était toute une aventure. Ah oui, j'en doute pas. Et puis, votre père, est-ce qu'il était dans le domaine du génie déjà? Pas du tout. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. Mon père, en fait, était un tailleur. Oui. Et, mais mon père... le fait qu'il était immigré, il attachait beaucoup d'importance à l'indépendance de soi, la liberté. C'est un peu pour ça qu'il avait quitté l'Ukraine. Mais aussi, pour ses enfants, c'était l'éducation. Oui. Parce qu'il trouvait que l'éducation, ça nous ouvrirait des portes. Et une des phrases qu'il répétait toujours à ma sœur et moi, ce que tu as dans la tête, tu l'emportes avec toi facilement, personne ne peut te le prendre. Ça, c'est vrai. Ça, c'était la première phrase. Évidemment, nous n'avions pas de frères, donc toutes ses ambitions, parce que lui n'a pas pu compléter ses études, donc tous ses rêves se sont reportés sur ses 2 filles. Et lorsque j'étais adolescente, l'autre phrase qu'il m'a souvent répétée, si tu as un bon métier ou une bonne profession et que tu as un mari qui te bat, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Ah, mais il était avant-gardiste, votre père. Vous savez, quand je regarde le passé, il était très avant-gardiste pour son temps. Oui. Alors ça, c'était les 2 grands enseignements de mon père. Évidemment, c'était toujours de voir devant nous l'objectif d'études universitaires. C'était le grand rêve de la famille. Puis, en 1960, peu de femmes choisissaient le génie. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit vers cette carrière?
D'abord, je dirais l'influence des professeurs que j'ai eus au collège. J'ai eu d'excellents professeurs en Mhm. sciences et en maths. Et donc, c'est des matières que j'aimais. Oui. Avec mes parents, c'était toujours l'amour de la nature, la curiosité, c'était Mhm. le camping, c'était les parties de pêche, c'était Oui. toujours l'éveil vers les phénomènes. Pourquoi c'est comme ça? On examinait les pierres, on examinait les rochers, les arbres. C'était le contexte familial. Mais je crois aussi le fait que mes parents venaient d'Ukraine. euh, il y a plus de femmes, il y avait des femmes en ingénierie ou dans Mhm. des métiers non traditionnels. Et j'avais entendu parler, entre autres, d'une cousine en Ukraine qui était devenue ingénieure. Alors, ça ne me semblait pas tellement masculin comme Masculin. OK. profession. Enfin, jusqu'au jour où je suis rentrée à Poly. Oui, oui, ça. Ça a été un peu différent. Mhm. Mais il y avait déjà cette attirance pour les sciences, pour les maths. Et puis un jour, j'ai vu une affiche au collège. C'est à ce moment-là, c'était au Collège Marie de France, donc c'était une Oui. affiche pour Polytechnique euh, féminine en Mhm. France. Mhm. Et là, je me suis informée et j'ai appris qu'il y avait Polytechnique à Montréal et que Oui. c'était autant les filles que les garçons. Et puis, euh, voilà. Ah oui. Puis, alors maintenant qu'on est dans les études, vous étiez la seule femme. Oui, on a été deux pour quelques mois et Oui. ensuite l'autre a déménagé à Québec. Alors j'ai fait tout le reste de mon cours toute seule dans ma classe, Oui. dans ma Puis, classe de garçons. exactement. Puis, comment ça s'est passé avec tous ces Ben, garçons oui, autour? ben, c'était, pour moi c'était très impressionnant parce que Oui. je n'avais pas de frère. Il se trouve que dans Mhm. les amis de mes parents c'était des filles. Alors de me voir tout d'un coup entourée de garçons, c'était très intimidant. C'est ça, oui. Et je me souviendrai toujours, la première séance d'examen, les résultats étaient affichés dans le couloir. Oui. Alors là, toute la classe se lève et se précipite pour aller voir. Et j'entends, combien elle a la fille? Oh! Combien elle a? J'ai réalisé que, Oui. comme élément minoritaire, j'allais être un Ah point de oui. mire. Mhm. Mais heureusement, je n'avais pas de difficultés. Comme je dis, j'ai eu d'excellents professeurs, mais Oui. le prof de maths du collège, quand elle a su que je m'intéressais à Polytechnique, Mhm. elle a proposé de couvrir une partie du programme de première année de Poly durant les heures de lunch. Quand elle avait Oh! fini de Oui, luncher, elle oui, me oui, oui. faisait signe et gratuitement, on a couvert le Wow, c'est programme. tellement. Alors, j'étais pas, disons, tellement Mhm. dépaysée au point de vue disons, des matières comme Oui. telles. Oui. Évidemment, il y avait toutes les autres matières que je connaissais pas, mais ça allait assez bien. Alors, au tout début, je me sentais un peu isolée, ou du Mhm. moins tout le monde me ziotait, je regardais enfin comment ça allait se passer. Mhm. Et graduellement, l'esprit de camaraderie s'est installé et, et à Polytechnique, il y a vraiment un esprit, on l'appelle la famille, c'est un Oui. esprit qu'il y a dans toute l'école. Genre Ça de. s'est bien passé. Oui, oui, oui. Puis, mais quand même, vous soulevez quelque chose. Vous parlez de. Je vois que vous avez une grande admiration pour vos professeurs, mais Oui, c'est l'un de ces professeurs qui vous a permis quand même d'avoir un petit peu en avance tout à les fait. cours qui seraient Oui, appropriés pour que vous puissiez exceller. tout à fait. Moi, je pense que l'influence des professeurs est énorme. Oui. Euh, on a mentionné que j'ai fait de la peinture. Ça, c'est ma sœur qui a eu un professeur de dessin qui Mhm. était peintre et qui a proposé à ses élèves, après les heures du collège, celles Oui. qu'ils voulaient, elle leur donnait des cours de peinture chez elle. Ah oui, OK. Et ma sœur avait un très grand talent. Elle a suivi les cours de peinture et comme ma sœur avait 6 ans de plus que moi, elle Oui. aimait bien jouer la maîtresse d'école. Mhm. Après ses cours, il fallait que je passe par la même leçon et je lui dois soit de m'avoir appris la La peinture et peinture. l'amour de la peinture. Alors ça a été un exemple pour ma sœur. Ouais. Et puis moi, oui, le prof de maths était excellente et d'avoir eu cette gentillesse de Bien me sûr. donner un peu d'avance, Bien sûr. ça m'a facilité les choses. Mhm, Mm. mhm.
Toujours en compagnie de Daniel Zaïkoff, ingénieur à la retraite, diplômé de l'École Polytechnique Montréal et artiste peintre. Madame Zaïkoff, après vos études à la Polytechnique Montréal, vous êtes engagée par Hydro-Québec. Puis j'aimerais savoir, est-ce que ça a été facile de vous trouver un poste à Hydro-Québec? Ce qui arrive, c'est que durant la dernière année qu'on a Poly, à ce moment-là, je ne sais pas si ça se fait encore, mais les compagnies qui voulaient embaucher des ingénieurs venaient à Polytechnique et les entrevues se tenaient à Poly pour les finissants. Moi, j'étais en classe de génie civil et c'était en 67, c'était l'année des grands travaux. Oui. Alors, en fait, je dirais à peu près 90% de ma classe a été embauchée par l'Hydro-Québec. Ah oui, OK. En civil. Tous sauf 2 ou 3 ont été envoyés sur les chantiers. Moi, évidemment, comme femme, on ne voulait pas m'envoyer sur les chantiers. Oui. Mais c'est comme ça que s'est fait l'embauche à l'Hydro-Québec. OK. Donc, vraiment, tout de suite après, vous êtes entrée en passe immédiatement. Oui. Puis, au sein d'Hydro-Québec, là, vous êtes rentrée et tout ça, mais vous avez ressenti aussi le besoin d'aller plus loin, puis vous êtes lancée dans un programme de maîtrise en mécanique de sol. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, vous aviez le poste, vous aviez la responsabilité. Pourquoi aller plus parce loin? qu'à la direction des contrats, j'ai appris énormément, mais ce n'était pas ma perception de ce qu'était une carrière de génie. OK. J'ai quand même appris ce qui est à la base quand même de beaucoup de fonctions dans l'ingénierie, les contrats, la rédaction des appels d'offres. Mais après 2 ans, 3 ans, je trouvais que j'avais fait le tour du jardin. Et l'Hydro-Québec avait à ce moment-là un excellent programme de bourse pour les employés qui voulaient continuer leurs études. Soit des techniciens qui allaient à Polytechnique pour devenir ingénieurs, soit des ingénieurs ou dans d'autres professions qui voulaient avoir un diplôme supérieur, à condition évidemment que ça rencontre les besoins d'Hydro-Québec. Or, comme je disais, c'était les grands travaux. En géologie, il y avait une très grande demande. Et en fait, c'est un de mes patrons qui a attiré mon attention sur ce programme. J'avais commencé déjà en cours du soir, les cours, mais c'était un peu plus, évidemment, difficile après le travail. Et là, il dit, tu sais, il y a un programme, tu pourrais le faire à plein temps. Oui. Et c'est comme ça, j'ai eu l'accord du département de géologie, parce que ça voulait dire automatiquement qu'il devait me réserver un poste. C'est ça, par la suite. C'est ça. Okay. Si l'Hydro me payait ce programme, en échange, j'aurais un poste. Alors, c'est comme ça que je suis retournée à Poly et j'ai fait le programme de maîtrise. En sachant qu'au retour, j'aurais une place au service géologie. OK, donc c'était un programme de 2 ans à temps 2 ans, c'est ça. C'est ça. Puis, ce qui vous a amené par la suite, vous êtes rentré, mais vous avez cumulé des postes de gestion aussi, quand même à haute responsabilité. Puis, c'est ce que, d'ailleurs, Maude Cohen disait, vous avez féminisé le titre de directrice. Puis, comment que c'est arrivé? C'est parce que il n'y avait que des directeurs, finalement. Ben oui, puis à ce moment-là, il faut se replacer. En 84, quand on parlait de directrice, on pensait aux directrices d'école, automatiquement. Ah, ouais, OK. Oui. Alors, directrice, personne n'envisageait une directrice dans une fonction de responsabilité, de gestion, surtout un domaine comme l'ingénierie. Et lorsque le conseil d'administration de l'Hydro-Québec a dû approuver ma nomination, moi, j'ai été appelée au bureau de celui qui était mon directeur du temps, et il me dit, on voudrait savoir, pour rédiger la résolution, est-ce que tu seras directeur ingénierie de centrale ou directrice. Évidemment, avec un sourire, ne pensant pas que je penserais pas bien. Et j'ai pensé un peu vite à ce moment-là et j'ai dit, c'est le moment de marquer le coup. Et j'ai dit, non, ce sera directrice. OK. Et depuis ce temps-là, ce sont des directrices et ce sont des femmes. Incroyable, incroyable. Et j'aimerais savoir, parce que, vous avez atteint des postes à haute responsabilité, de gestion et tout ça. Est-ce que ça se faisait bien, ce passage à d'autres postes, ou bien il y avait une guerre entre les directeurs et autres, ou c'était, parce que c'était peut-être
plus facile? Je sais pas. Expliquez-nous. Bon, il y a eu, au cours de la carrière, il y a eu un peu tous les cas. Disons Oui. que j'ai eu la chance d'arriver à un moment où il y avait beaucoup de changements, je dirais, dans la culture d'entreprise, dans la société. L'Hydro-Québec mettait de l'avant des programmes justement pour reconnaître les femmes. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui étaient peut-être assez jeunes, qui ne voyaient pas de problème à donner une promotion à des femmes. Je ne dis pas que ça n'a pas des fois froissé quelques hommes. Je me souviens d'un cas, j'ai été nommée, ça c'était mon premier poste de gestion, chef de division. Et 2 mois après, il y a un technicien qui demande à rentrer dans mon bureau et qui me dit « Madame Zaïkov, je voudrais vous dire, j'accepte bien maintenant que vous soyez mon patron. » Ce qui signifiait que ça lui avait pris 2 mois. Ah bon. Et puis, au cours de la carrière, évidemment, il y a des rivalités. À un moment donné, il y a moins de postes que de candidats. Exactement. Alors, il faut faire son chemin. Je pense aussi qu'une carrière, ce n'est pas linéaire. Des fois, il faut choisir là où on voit le plus d'opportunités pour nous en fonction de nos goûts, notre vision du travail. Et c'est arrivé que je choisisse d'appliquer sur un poste moins important, moins peut-être prestigieux, mais où je savais que éventuellement c'est le poste où j'aurais des chances de faire des projets qui m'intéressaient. Puis finalement, ça a été très valorisant. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec Daniel Zaïkov, ingénieur à la retraite, diplômé de l'École polytechnique Montréal et artiste peintre. Madame Zaïkov, maintenant j'aimerais savoir, je sais que vous avez eu 2 filles. Comment vous avez concilié travail, haute responsabilité et la famille? Ça n'a pas été planifié, je dois dire. J'ai rencontré mon mari en entrant en Polytechnique. On s'est mariés alors que j'étais en 3e année. Et au moment de la graduation, j'ai manqué ma graduation parce que ce jour-là, j'ai eu les premières nausées. Et là, j'ai compris que, j'étais enceinte, mais j'ai été incapable d'aller à ma graduation. Donc ça, c'était pas planifié. J'étais déjà embauchée à l'Hydro parce que les embauches se font tôt dans l'année. Et donc, j'ai commencé à travailler tout en étant enceinte. Et à ce moment-là, l'Hydro avait une politique où les femmes enceintes n'étaient pas engagées. C'est ça, oui. Alors, quand, évidemment, il a fallu que j'en parle à mon patron, et il m'a dit, je ne savais pas, et moi non plus, enfin, personne n'est responsable. Il dit, tant que tu peux travailler, travaille, et puis quand tu seras permanente, et puis qu'il sera le temps que tu prennes congé, on ira voir les ressources humaines. Et donc, j'ai pris mon congé de maternité, et j'ai su par la suite qu'il avait défendu ma cause. Parce que justement, je prenais le congé de maternité au moment où il y avait le moins de travail dans le département, c'était l'hiver. Donc, il a fait valoir que lui, ça ne le dérangeait pas. En fait, c'était très bien, puisqu'il n'avait pas besoin de tant d'employés. Et qu'au printemps, quand je reviendrai, ce serait bien. Mais je crois qu'il a contribué à faire changer cette politique qui était bien sûr archaïque, mais enfin. Puis, est-ce que le congé de maternité existait déjà, structuré comment?
Sans salaire à ce moment-là, c'est ça, sûr. hein? Oui, oui, OK. ça c'était sans salaire. Ouais. Je pense que c'était 4 mois dans ce temps-là. Mhm. Ah oui, c'était très limité, Oui, 4 oui. mois. Je suis revenue au travail et puis 13 mois plus tard, c'est un autre bébé qui s'est présenté. Comme je dis, c'était pas planifié. Mais la politique déjà avait changé, l'ambiance avait changé. Et puis là encore, mon deuxième bébé est né l'hiver. Alors, ça n'a pas posé de problème. OK. La chance que j'ai eue, c'est que ma mère a toujours tout sacrifié pour ses filles. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on était aux études, elle ne voulait pas qu'on fasse des tâches ménagères si on était en période d'examen. Chaque minute qu'elle pouvait nous donner, elle les donnait. Et lorsque j'ai eu mon premier bébé, elle a arrêté de travailler et a décidé qu'elle garderait mes enfants pendant que je travaillais. Alors, j'ai eu cette chance parce qu'évidemment, j'avais pas de problème de garderie, j'avais toute confiance. Et je dois dire que mes enfants ont eu la chance d'avoir des grands-parents qui leur ont donné beaucoup, qui leur ont apporté, je parlais là de ce goût de la nature, la connaissance de la nature. C'est quelque chose qu'ils m'en parlent encore de ce que les grands-parents leur ont apporté. Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai pu concilier les deux. Les deux, puis le support du conjoint aussi. Alors là, j'ai eu, là aussi, malgré les avertissements de mon père, j'ai eu un mari ingénieur aussi, que j'ai rencontré à Poly, mais qui a toujours été, au contraire, une sorte de mentor pour moi. Lorsque j'avais des décisions à prendre, ou des orientations, on en discutait. Et quelquefois, il me faisait réaliser que j'avais une réaction peut-être de femme. Oui. J'étais très timide dans le temps. Et lui me disait, un homme ne raisonnerait pas comme ça. Et il m'expliquait le monde du travail. Et comment il fallait oser, il fallait foncer, il fallait... Vous savez, une chose que les femmes peut-être n'ont pas dans le milieu d'hommes, là, c'est de se faire confiance. Et puis d'y aller, de faire valoir. On a tendance peut-être à être trop réservé. Et il me dit, mais non, va dire ce que tu veux, fais valoir ce que tu connais. Pierre a toujours été un excellent mentor pour moi. Un excellent compagnon. Oui. Ah, bien. Et puis vos filles aussi ont bénéficié de ça parce qu'elles sont aussi universitaires. Elles sont portées aussi sur l'éducation, puis le rôle des parents et l'éducation a été vraiment important dans la famille. Oui, tout à fait. Ma fille aînée est avocate. Oui. Et maintenant juge administratif. Ma seconde fille a fait un peu de tout. Elle a pris des diplômes en informatique. Ensuite, elle a fait elle est ingénieure en agronomie. Oui. Mais elle a de la misère à supporter le bureau. Alors, elle a fait toutes sortes d'autres choses. Et puis, finalement, elle était une athlète de très haut niveau. Elle a fait Ironman 2 fois. Je dis elle était parce qu'elle a eu un très, très grave accident il y a 3 ans. Et disons que sa vie a basculé. Maintenant, elle essaie de ramasser les morceaux et puis de se refaire une vie différente. On lui souhaite un bon rétablissement. Merci. Vous avez donc brisé, ça on le dit, on le redit, plusieurs plafonds de verre dans le monde du génie. Puis, vous avez aussi, puis Maude Cohen l'a souligné, mis en place plusieurs éléments, plusieurs dossiers qui, à nos jours, sont toujours actifs. Puis, comment ça s'est passé quand vous étiez présidente de l'Ordre pour faire passer vos idées? De façon générale, je pense que j'ai eu généralement une très bonne écoute. Oui. Je crois d'abord le fait que j'étais élue quand même quand j'étais présidente, c'était des élections, donc j'avais déjà des personnes en arrière de moi avec qui on communiquait, on avait les mêmes vues. C'était le moment des changements aussi au niveau gouvernemental du code, c'était l'adoption du code des professions. Donc il y avait toute une mouvance autour de la responsabilité des professions, le rôle des professionnels, le code d'éthique. Donc, c'est un peu dans ce climat-là que ça s'est fait. Et puis,
C'était en équipe, en fait. Oui. C'était des équipes. OK, oui. Daniel Zaïkoff, vous êtes ingénieur et je ne peux pas ne pas vous poser cette question. On a eu un drame, hein, le 6 décembre 1989 à Polytechnique Montréal, où 14 jeunes femmes ont été assassinées. Où étiez-vous à ce moment et puis comment vous avez vécu ce drame? Je m'en souviendrai toujours. J'étais dans l'autobus qui revenait de Québec. Oui. C'était une réunion, justement, une réunion de l'Office des professions. Et j'étais assise en avant et le chauffeur a mis les nouvelles. Mm-hmm. Et tout d'un coup, j'ai entendu ça. Mm-hmm. Alors, je me suis approchée du chauffeur pour écouter. J'en ai eu les sangs glacés. Oui. Je me revoyais à Polytechnique et je me disais, mais si j'avais été là, Mm-hmm. j'y serais passée. Et le hasard fait, le lendemain, nous devions avoir une réunion de notre ancienne classe. Notre classe de police réunit chaque année. Oui. Et on avait décidé de se réunir à la salle du conseil de Polytechnique le lendemain. Évidemment, on a annulé la réunion. Mais je mentionne ça parce que je me dis 24 heures de différence. Mm-hmm. J'aurais été à la porte de la salle du conseil où une jeune femme a été tuée. Mm. Et à chaque fois que j'y pense, je suis bouleversée. C'est pourquoi s'attaquer à des jeunes femmes, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, qui me bouleverse à chaque fois. Mm-hmm. Daniel Zaïkoff, la carrière d'ingénieur est encore un métier, on peut dire, à dominance masculine. Dans les années 80, je pense que vous étiez à peu près à 15%. Puis aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, on est à 26% et le Canada, Ingénieur Canada, vise au moins 30% des femmes pour 2030. Oui. Donc, selon vous, pourquoi ce chiffre reste encore timide dans cette profession? C'est un peu la grosse question qu'on se pose. Oui. Pourquoi? Maintenant, je crois qu'il est important qu'au niveau secondaire, que les écoles outillent les filles ou que les parents orientent leurs filles pour qu'elles aient toutes les chances devant elles. Il faut qu'elles aient des études en sciences, Oui. en maths. C'est peut-être des matières qui ne sont pas toujours enseignées avec la même importance dans les milieux féminins. Mm-hmm. Parce qu'il faut qu'elles aient les outils pour rentrer à Poly. C'est ça. Et ça, c'est important, qu'elles soient exposées aux sciences, mais aussi au fait de savoir que c'est une carrière où les femmes peuvent aller. Mm-hmm. Et c'est pour ça que moi, lorsqu'on m'a demandé de rencontrer des étudiantes, d'aller dans des écoles, je l'ai fait avec plaisir parce que souvent, on imagine la carrière trop souvent comme le monsieur avec le chapeau sur la tête. Le casque, oui. Et je dois dire que qui est intéressant maintenant, c'est ces documentaires qui ont été faits, par exemple, sur le REM, ou sur les grands projets, et où on voit parfois une femme sur le chantier avec son casque, et la femme qui est capable d'expliquer le projet, les travaux. Oui. Mais je dis des exemples comme ça doit faire réfléchir des jeunes filles en se disant, mais pourquoi pas? C'est encore rare, mais je pense que c'est avec des cas comme ça que ça peut ouvrir les horizons des filles. Oui. Mais vous avez donné un bel exemple tout à l'heure, parce qu'on parlait d'éducation, mais votre prof de maths qui a pris sur lui Sur elle. Sur elle. Ah, bon, ben, voilà. Alors voilà, hein, sur elle. C'était une école de filles. Ah oui, c'est vrai, c'était une école de filles, désolée. Donc, pour donner des cours de maths et démystifier aussi peut-être ça, ce qui fait aussi l'importance peut-être de nos jours d'avoir peut-être un programme aussi qui stimulerait les jeunes filles assez tôt. Tout à fait. Il faut que les programmes
soit à la hauteur, Oui, pour que les filles ne se sentent pas intimidées par, c'est ça. par les maths. Mhm. Mais ça, je crois que, bon, il y en a, mais faut-il encore encourager les filles? Et comme je dis, les professeurs ont une influence énorme. Un bon Énorme, ouais. professeur, ça stimule l'imagination de Mhm. l'étudiante et puis ça lui ouvre les perspectives. Oui, Oui. oui, oui. Ça m'amène au 12 juin, hein. Donc, la Polytechnique Montréal a remis près de 1900 diplômes lors d'une cérémonie de collation des grades. Et Maud Cohen l'a si bien présenté, vous a attribué un doctorat honoris causa. Puis, comment vous avez reçu cette marque de reconnaissance? Je dois dire que sur le coup, lors du téléphone, moi j'ai pensé, parce qu'on m'avait prévenu que Oui. j'aurais un téléphone, et j'ai pensé, parce que j'ai parfois ces demandes encore de l'ordre, oh, ça doit être un comité pour, Ok, oui, pour oui. travailler sur un projet Ah, quelconque. oui, oui, oui. Et lorsque le recteur de l'université et Maud Cohen, comme directrice, m'ont dit que leur intention était de m'octroyer un doctorat, Oui. je dois dire que j'en ai eu le souffle coupé Ah parce oui. que, bon, je suis à la retraite depuis un certain nombre d'années, Mhm. alors c'est un peu loin de mes pensées. J'ai vraiment été très, très étonnée et en Mhm. même temps, je me suis dit, mais ça va amener un peu de publicité et Oui. d'autres jeunes filles pourront voir ça, Oui. d'autres jeunes filles pourront en entendre parler et se dire, ben, après tout, pourquoi pas? Mhm. Alors, oui, je me suis dit d'accord, mais vraiment, c'est une grande surprise et un très, très grand plaisir. Et je dois dire que c'est très émouvant de voir tous ces jeunes étudiants défiler, recevoir leur diplôme. Alors, Oui. pour moi, de partie, surtout que je n'avais pas eu ma graduation moi-même, étant donné que j'étais enceinte, mais là, de voir tous ces jeunes, je me revoyais à cette époque-là, là, Mhm. après tant d'années d'efforts. Les études sont difficiles. La C'est ça. Polytechnique, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est difficile. Ouais. Et de voir ces jeunes-là qui arrivaient tout heureux, Mhm. émus, c'était magnifique à voir. Ouais, ouais. Oui. Alors, j'étais très contente j'avais l'impression de participer Oui, avec eux exactement. là-dedans. C'était De magnifique. continuer cette inspiration parce que vous êtes quand même, c'était en 1960, donc alors ça veut dire que un moment où ça devait être plus difficile de Oui. briser les plafonds de verre, puis ça donne au moins ce sentiment à une jeune fille de dire, ah non, si Madame Zaïkoff a pu le faire à ce moment-là, ben moi je peux le faire à une époque où c'est beaucoup plus ouvert qu'on peut Oui. dire. Je dois dire aussi, ce qui m'a frappé lors du défilé des étudiants et étudiantes, Mhm. c'est justement de voir beaucoup plus de De femmes. femmes, hein, oui. Et lorsque ces femmes recevaient un diplôme avec mention, enfin, les étudiants, lorsqu'ils Ouais. reçoivent la mention excellence avec leur diplôme, Mhm. c'était dit, et j'ai été étonnée que beaucoup, beaucoup de De femmes femmes, avaient la ouais. mention Ah excellence. ouais, ah ouais. Alors, je pense qu'une femme qui s'oriente dans un domaine qui, au départ, n'est pas évident pour elle, Mhm. ça lui lance un défi plus fort et, bon, elle doit performer, puis ça se voit par les résultats d'excellence qu'il y avait. D'excellence, Ouais, c'est oui, ça, c'est oui. ça. Donc avec tout ça, ça vous donne l'espoir pour l'avenir? Ah oui, ah oui, Ouais. oui, éventuellement, oui. Ah. Donc, on a parlé de votre père et il disait quelque chose que j'ai trouvé, ça m'a fait sourire parce que je trouvais ça tellement beau et juste. Il vous disait, il est tout à fait possible d'être à la fois ingénieur et de peindre, mais d'être artiste et de faire du génie, c'est plus difficile. Exact. Donc, depuis que vous êtes à la retraite, vous avez parlé de la peinture, que c'est votre sœur qui vous a appris hein, Oui, oui. à peindre et tout ça. Donc maintenant, quelle place occupe cette passion dans votre vie? Jusqu'avant la pandémie, ça a été, je dirais, c'était presque le plein temps. C'était comme une deuxième carrière. Ouais. J'avais un studio en collaboration avec 4 autres personnes et c'était vraiment un grand plaisir. Ouais. Là, sur ce, j'ai dû arrêter parce que, bon, il y a eu le décès de ma sœur, Mhm. ensuite la pandémie.
l'accident de ma fille. Alors, j'attends septembre pour m'y remettre, retrouver un studio et m'y remettre. Mais déjà, là, je commence à ressortir mes pinceaux. Ah oui, ah oui. Ça me manque énormément et j'en rêve. En fait, mes tableaux, je les fais en rêve. Ben oui. Puis, quel est votre médium? Qu'est-ce que vous utilisez? J'ai commencé par l'huile. Ensuite, je suis passée à l'acrylique. La transition a été un peu difficile. Pas difficile, mais c'était vraiment très différent. Oui. Et bientôt, j'ai trouvé que l'acrylique permettait de travailler de façon beaucoup plus spontanée parce que ça sèche vite. Alors que l'huile, faut attendre quelques semaines. Donc, si on veut donner une deuxième couche, ça demande de la patience, ce que je n'ai pas forcément. Alors, l'acrylique répondait à ce besoin que j'avais de m'exprimer très rapidement, spontanément. Et puis, graduellement, j'ai appris à maîtriser le médium. Et après, il y a des comment dire, il y a des variantes du médium qui sortent. Ce que j'ai beaucoup aimé les dernières années, c'était l'acrylique liquide, où là, on pouvait faire toutes sortes de choses. Il y avait un côté un peu impromptu et de surprise, parce qu'on a beau diriger la peinture, mais surtout quand c'est la peinture liquide, il se crée des phénomènes entre les différents pigments selon leur densité. Alors, il y a toutes sortes de choses qui arrivent et c'est un peu ces surprises qui me fascinaient. Puis, qu'est-ce que vous peignez? J'ai commencé par le figuratif, c'était beaucoup les natures mortes, mais les dernières années, c'était beaucoup plus l'abstrait, mais dans le sens plutôt de sentiment, d'y aller par émotion. Et je sais que mes meilleurs tableaux ont été faits sous le coup d'une émotion. Ça je le vois, les tableaux que j'ai vendus ou donnés, c'est toujours quand on arrive à transmettre cette émotion dans la peinture, c'est là que j'ai compris le langage que ça donne. Oui. De retour avec Daniel Zaïkoff, ingénieur à la retraite, diplômé de l'École polytechnique Montréal et artiste peintre. Daniel, on a parlé de la famille tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, la culture d'entreprise, est-ce que ça peut favoriser, est-ce que ça peut aider au changement pour mieux avoir une conciliation travail-famille? Bien, je crois qu'elle doit changer, elle doit évoluer. Je crois beaucoup que les jeunes générations vont changer la culture d'entreprise. Parce que les entreprises, comme telles, leur objectif, souvent, c'est le profit, c'est le service aux clients. Elles peuvent avoir des politiques, mais de les appliquer, ce n'est pas toujours facile. Lorsque moi, j'ai fait carrière, l'hydro était déjà beaucoup en train de changer, mais c'est sûr que le travail prend des heures et des fois, je trouvais que c'était pas vraiment nécessaire, des réunions qui s'éternisaient. On demandait des heures qui étaient trop longues ça empiétait sur la vie familiale. Parfois, c'était justifié. Je pense quand on parle de sécurité de barrage, des choses comme ça, ou des lignes, je comprends. Mais c'était encore une culture masculine. Et je crois que petit à petit, ça change déjà dans les dernières années. J'ai eu des patrons qui m'ont donné la chance, qui m'ont beaucoup supporté, défendu. Mais je crois encore que ce n'est pas intégré, que les horaires tiennent compte des contraintes que peuvent avoir les parents. On parle de santé mentale beaucoup, mais la santé mentale, c'est aussi un équilibre de vie, un équilibre entre le travail et la famille.
ça, j'espère que les nouvelles générations qui sont plus égalitaires, je dirais, qui voient l'égalité, qui voient l'inclusivité, je pense que ça va changer graduellement. Et je me souviens très bien dans une réunion, quand un de mes ingénieurs m'a dit « Ah, est-ce qu'on va finir à temps? Parce que pour une fois, je dois aller chercher les enfants à la garderie, ma femme ne peut pas. » Moi, en dedans, ça m'a fait un immense plaisir. Ah oui. J'ai dit, enfin, c'est un homme qui pose la question, qui dit, est-ce que je peux finir à temps? Et c'est ça, je crois que ça va changer. Oui. Pour aider. Puis maintenant, avec autant de recul, vous êtes à la retraite, lorsque vous regardez maintenant la carrière d'ingénieur, est-ce que vous auriez refait la même carrière? Oh, tout à fait. J'ai eu énormément de plaisir dans ma carrière. Et il faut dire que la carrière d'ingénieur peut être très, très, très variée. Ça peut aller de la gestion, ça peut aller dans la recherche, ça peut aller évidemment sur le chantier, ça peut être au bureau. En plus de ce que j'ai pu voir à Polytechnique dimanche dernier, j'ai été en contact avec le corps professoral et j'ai entendu des professeurs qui parlaient de leur domaine. C'est devenu encore plus varié parce que c'est beaucoup multidisciplinaire. On travaille par exemple, avec la médecine, on travaille avec les informaticiens. Donc, c'est des nouveaux champs de pratique, mais c'est tellement varié que, comme je disais plus tôt, une fois qu'on a fait le tour du jardin, bien, il faut aller ailleurs. Il faut vraiment chercher toujours une stimulation dans notre travail. Et il y a tellement d'opportunités en ingénierie. Oui. Puis vous, lorsque vous étiez ingénieur, est-ce que, parce que souvent ça prend comme quelque part pour se ressourcer, ou est-ce que c'est la peinture qui est venue faire en sorte que vous vous ressourcer? J'ai fait de la peinture, mais pas beaucoup, parce que quand on a une carrière à l'hydro comme ingénieur, il n'y a pas vraiment de temps, mais ça aidait. Mais aussi, je pense, la famille, mes enfants et mon mari, c'était la vie familiale, la cuisine, les sorties, les sorties. Ça aidait à faire l'équilibre, à trouver l'équilibre. Alors, pour terminer, Danielle Zaïkoff, vous êtes une femme d'inspiration. Quelles ont été les femmes qui vous ont inspiré, vous? Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de femmes ingénieures, mais comme femme, je dirais, comme jeune fille, ce que j'avais lu et qui m'avait fascinée, c'était Jeanne d'Arc, qui, jeune fille, il y a 17 ans, a quitté son patelin pour aller voir le roi Charles VII et lui demander une armée pour bouter les Anglais dehors. Alors, avec le temps, il y a peut-être beaucoup de légendes autour de Jeanne d'Arc, mais enfin, ça reste ce qu'on apprend sur Jeanne d'Arc. Ça m'avait fascinée. Comment une jeune fille avait pu réussir à diriger une armée d'hommes, se faire accepter, pas toujours par tout le monde, mais ça m'avait fascinée. L'autre personne, c'est bien sûr Marie Curie, qui a eu 2 prix Nobel en chimie et physique. Ça, mais je dirais que ce qui m'a peut-être le plus motivée, ça a été le milieu familial, où je n'avais jamais senti cette barrière fille-garçon. Donc, pour mes parents, c'était aller de l'avant, prendre le plus de connaissances possibles, le plus de compétences possibles, mais je n'avais jamais senti le fait que jamais papa n'a dit que l'ingénierie c'était pour les hommes. Du côté de ma sœur, qui était beaucoup plus aînée, elle aimait me montrer la culture, les arts de la France et du Québec. Parce que ça, c'était peut-être quelque chose que mes parents connaissaient moins. Mais là encore, c'était un milieu stimulant, mais où il n'y avait pas cette notion de barrière. D'accord, qui vous a inspiré. Oui, tout à fait. Alors, merci Danielle Zaïkoff d'avoir accepté notre invitation.
Vous êtes définitivement une femme d'inspiration, puis merci pour ces nombreux plafonds de verre brisés qui permettent maintenant aux femmes qui embrassent la carrière d'ingénieur d'être reconnues et à leur place. Alors, je rappelle que mes invités sont Daniel Zaïkoff, ingénieur à la retraite, diplômé de l'École polytechnique Montréal et artiste peintre. Et merci aussi à Maude Cohen, directrice générale Polytechnique Montréal, d'avoir amorcé l'entrevue en nous présentant Daniel Zaïkoff. Ceci met fin à notre émission, donc merci à toute mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine.